Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts et ravi de vous retrouver pour décoder l'actualité de la semaine avec nos experts que je vais vous présenter tout de suite en commençant par vous. Nicolas de Decker, bonjour. Mais bonjour Vous Jean-Christophe. êtes donc journaliste au vif. Mais oui, Voilà. très bien documenté. Effectivement. À vos côtés, il y a Emmanuel Joab, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Paris Match. Et puis Mateusz Kukulka, bonjour. C'est une première Bonjour. pour vous. Ouais, c'est une première, Alors, ouais. pour vous présenter, j'ai envie de dire blogueur, mais pas que. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? J'aime bien raconter des histoires, donc que ce soit à l'écrit ou en racontant, voilà, ouais. Voilà, j'ai vu aussi prof de communication aussi, spécialiste en médias sociaux, on peut dire ça aussi? On peut dire tout ça, ouais. Ah bah voilà, comme ça le CV est un petit peu plus complet. On commence avec cette actualité qui est tombée comme un coup de tonnerre lundi. C'est le voyagiste Thomas Cook qui a fait aveu de faillite. Une catastrophe pour le personnel et pour des milliers de voyageurs qu'il a fallu rapatrier. D'autres ont vu leur projet de vacances compromis. Voyez ce reportage que nous avons réalisé lundi. Place de Broucker, les volets viennent à peine de s'ouvrir à l'agence Neckermann, filiale belge de Thomas Cook, que des voyageurs inquiets sont venus se renseigner. Moi, je pars dans une semaine. J'ai besoin d'avoir la preuve que tous les prestataires, parce que c'est à l'autre bout de la planète, ont été payés. Dans ce cas-là, je peux partir. Et là, est-ce que vous avez été rassuré ce matin? Mais ils n'en savent pas plus ici à l'intérieur. Je devais partir avec Thomas Cook le 10 novembre jusqu'au 7 décembre. Ah ouais. J'ai déjà donné 1900 € d'acompte. Hein. 1900. Bon, ouais, je me coûte 5000 €. Hein. Et ici, est-ce que vous êtes rassuré? Oui, ils m'ont dit que je devais encore un peu attendre. Mais il y a le fonds de garantie. Les vacanciers qui ont réservé leur séjour chez Thomas Cook ou Neckermann sont protégés par le fonds de garantie, mais celui-ci n'a pas encore été activé. D'autant que la direction de Thomas Cook Belgique a confirmé ce matin que le voyagiste restait opérationnel chez nous pour le moment. Mais à l'aéroport, le desk d'accueil est vide au grand désarroi de ce touriste américain qui devait enchaîner 3 vols, dont un avec Thomas Cook. Je ne peux prendre aucun de ces vols parce que Thomas Cook est en faillite. Il n'y a aucun moyen pour me ramener chez moi. Je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter un nouveau billet. 80% des vols de Thomas Cook sont assurés par SN Brussels Airlines, qui nous a confirmé que les vols avec des passagers du tour opérateur sont partis normalement ce matin. J'ai reçu une lettre de Neckermann Ypres pour nous confirmer que le vol était maintenu et garanti à 13h25 et qu'il n'y avait aucun problème. Et là, vous êtes toujours anxieuse? Oui, je n'ai pas dormi. Actuellement, quelques 10 000 Belges sont toujours à l'étranger avec le tour opérateur. En attendant d'y voir plus clair, le voyagiste n'accepte aucun nouveau client et aucune réservation par Internet n'est possible. Voilà, depuis donc des vols ont été annulés par Brussels Airlines et des voyageurs ont été rapatriés. Nicolas de Decker, une réaction peut-être, vous voyagez vous avec ce type de fournisseur de voyage, on va l'appeler comme ça? Ah ben d'abord, pas tellement, et je pense que comme de plus en plus de monde, je ne me rends pas dans une agence de voyage pour prendre compte, qui prendra contact avec un tour opérateur et qui me fignolera des vacances, et c'est une des causes de ce qu'il est en train de se passer, évidemment. C'est-à-dire que ce secteur des vacances, du tourisme, et en particulier d'ailleurs du voyage aérien, est touché par les nouvelles technologies, de l'information et de la communication, presque autant que le nôtre, celui des médias, Jean-Christophe. Et en effet, on assiste à des drames sociaux, et c'est ce que j'avais envie de dire. Ce qui se passe avec cette faillite, c'est un drame social, et on a tendance à en faire, et depuis une semaine d'ailleurs, on n'en parle que comme d'un drame du loisir, c'est-à-dire des consommateurs qui sont lésés. On ne voit que le volet consommation, pardon. Et je trouve qu'au niveau de la production, on ne se préoccupe pas assez du sort des travailleurs de Thomas Cook, qui sont plusieurs milliers dans le monde, plusieurs centaines en Belgique, et au fond qui sont apparus cette semaine comme des acteurs secondaires. Et je trouve que c'est par rapport à quelqu'un qui doit rester 1 ou 2 jours de plus en vacances et qui ne sait pas vraiment comment il va être rapatrié, je ne nie pas que ce soit un problème, mais je pense que sur l'échelle d'une vie, il est quand même plus problématique, plus difficile, c'est une plus grande souffrance que de perdre son emploi, et je trouve un peu triste qu'on n'en ait pas assez parlé de ce côté-là, de ce qui est cette faillite. Voilà, et on rappelle donc c'est 22 000 salariés dans le monde, 600 personnes en Belgique, et donc Thomas Cook qui gère une flotte de 200 hôtels et aussi une flotte d'avions également. Emmanuel Joa, alors on parle effectivement d'habitudes, de voyages qui ont changé.
C'est votre cas aussi? Vous voyagez plus de la même façon qu'il y a quelques années? J'ai très peu voyagé avec les agences, mais néanmoins, c'est vrai qu'on est de plus en plus, j'allais dire, proactif. On fait des recherches sur Internet, on compare énormément, etc. Je crois qu'on est le citoyen en général est de mieux en mieux informé et fait les choses lui-même dans différentes catégories de population d'ailleurs, oui, j'allais dire. Mais donc il y a ces habitudes-là qui ont changé. Il y a évidemment le Brexit qui a joué un rôle là-dedans, on le sait, la valeur de la livre. Il y a plein de choses qui sont intervenues. Moi, j'étais très étonnée du manque d'anticipation de cette compagnie qui est quand même une espèce aussi de dinosaure et de compagnie magistrale, j'allais dire. Et j'ai eu l'occasion d'en parler un tout petit peu avec Étienne d'Avignon, justement, il y a 2-3 jours, un peu, j'allais dire pas par hasard, mais presque, enfin sur d'autres sujets aussi. Et il me disait que, bah oui, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a eu un manque d'anticipation, mais que c'est vrai, il reconnaissait que les grosses compagnies avaient souvent moins de capacité, moins de souplesse. Bon, ça, on le sait que les petites, elles sont peut-être pas adaptées assez vite, ça c'est tout un autre débat, mais moins de capacité à réagir vite aussi. C'est-à-dire que la proximité est moins grande, pour le traduire avec mes mots à moi, et donc on voit moins vite peut-être le drame social qu'évoquait à l'instant Nicolas. Quand on est dans une petite boîte, bon voilà, on ne pourra pas payer tout de suite tout le monde, ça va se voir, on va être mal à l'aise. Bon là, c'est un peu la traduction, encore une fois, avec des mots profanes de ce qu'il m'a dit, entre autres de ce qu'il reconnaissait. Il me disait aussi par ailleurs qu'ils allaient devoir s'adapter à Brussels Airlines. Alors s'adapter, c'est quoi? C'est surtout essayer de capter les personnes là qui vont perdre et qui vont peut-être... Oui, parce que là, Brussels Airlines a dû annuler une centaine de vols, donc il y a beaucoup de vols qui ont été annulés. Qui ont été annulés, donc c'est 600 000 ou je ne sais pas, 800 000 personnes qui voyageaient avec Brussels Airlines via Thomas Cook. Il faut aller les récupérer, voilà, les récupérer de façon personnalisée, leur envoyer des mails, des choses comme ça. Ce ne sera pas uniquement des annonces, des effets d'annonce dans les médias, ce sera des choses beaucoup plus, si j'ai bien compris, beaucoup plus perso que ça. Alors Mathéus, Nicolas le disait déjà, ces changements liés à la numérisation, on le voit pour la presse, c'est vrai que c'est une onde de choc pour la presse en général, on l'a vu dans le monde bancaire, on le voit maintenant dans le monde des agences de voyage et pour les voyagistes. Est-ce que vous qui êtes expert en médias sociaux, est-ce qu'il y a vraiment selon vous aussi un petit défaut d'anticipation ou pas par rapport à tous ces bouleversements? Je ne sais pas, moi déjà j'ai été étonné qu'il y avait autant de gens qui voyageaient avec Thomas Cook. Moi je n'ai jamais de ma vie utilisé une agence de voyage. J'ai pas pris l'avion depuis 2 ans. Je fais du covoiturage. Enfin voilà, moi j'ai été, j'avoue, même sidéré du nombre de personnes quand j'ai appris qu'il y avait 600 000 personnes qui étaient parties avec eux. Donc finalement, par rapport à l'image que j'en avais, c'est un secteur qui se porte même mieux que je ne le pensais. Moi, je pensais, enfin, dans mon entourage à moi, je connais plus personne qui va dans une agence de voyage. Et donc, voilà, je trouve qu'ils ont bien tenu le coup. Ça fait Internet à 20 ans. Ben oui, on va vers des plus petites choses. Et donc, c'est sûr que maintenant, les gens veulent des choses qui soient plus, tailor-made, qui soient plus organisées pour elles. Et donc, oui, tout ce qui est les all-inclusive et tout ça. Il y a des gens qui ont encore envie d'aller, mais je crois que d'année en année, les gens ont envie d'expériences un peu plus particulières, qui deviennent parfois un peu plus chères. Donc, alors en plus, dans le secteur du voyage, tout n'est pas mort, parce qu'on voit qu'il y a plein de boîtes très spécialisées qui naissent, par contre, pour aller faire du trekking en Islande ou je ne sais pas où. Mais alors là, on est sur des choses qui sont très chères, et c'est vrai que peut-être que c'est peut-être pas la fin des agences de voyage, mais peut-être que le low cost, à un moment, on va commencer à peiner. Vous pensez que c'est un signe là de la fin du voyage de masse ou Mais en fait, on assiste à une forme, ça fait des années qu'on en parle, de disparition du touriste et la résurrection, son remplacement par le voyageur. Personne n'aime à se qualifier de touriste, et quand on termine ses vacances, on ne dit jamais je suis allé dans un all-in à Torremolinos, et c'était très bien, et j'ai rencontré des Allemands et des Flamands, etc. C'est en effet, en tout cas dans les milieux que je fréquente, c'est plus tellement de bon ton que de dire avoir passé des vacances comme ça. En revanche, ce qu'il faut constater, et Mathéus le suggère aussi, c'est qu'il existe malgré tout une masse, non pas de touristes de masse, mais une masse de consommateurs que ça continue à intéresser, parce que quand vous allez à Antalya ou à Torremolinos à la haute saison, c'est bondé. Et donc il y a derrière ça, il reste derrière ça une économie qu'on peut penser être en voie de disparition, mais qui en tout cas est encore assez forte et assez puissante que pour mobiliser des masses monétaires aussi gigantesques et donc un nombre de gens aussi important. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a même, je dois avouer que je connais des gens qui vont à Torremolinos ou à Antalya,
Et en effet, il est très rare que ces gens-là passent par leur agence de voyage. C'est plutôt un réflexe de congés payés des années 70 et 80 plutôt que des années 2020. Allez, on va voir avec nos invités si eux aussi, ils ont un petit peu changé leur manière de voyager ces dernières années. On les découvre tout de suite. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, il y en a un qu'on connaît très très bien, qui est connu en tout cas, plus connu que l'autre, hein, on va dire. Benoît Serex, bonjour, vous êtes bourgmestre donc de Woluwe et Saint-Pierre, et vous êtes CDH, toujours ? Ben oui, pourquoi ? Allez, voilà. Vous étiez inquiet ? Et à vos côtés, il y a un petit nouveau dans la vie politique bruxelloise. Pépin Kenis, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes député bruxellois Agora. On va tout de suite parler de votre projet politique parce qu'il est très particulier. Mais avant tout, une réaction par rapport à cette faillite de Thomas Cook. Ça vous inspire quoi, vous, ça ? C'est une thématique qui est très difficile, je pense, à aborder depuis un Parlement bruxellois déjà. Je pense que ça touche plein de monde, effectivement. Je pense qu'on en a déjà parlé. Ça touche non seulement les voyageurs, aussi les travailleurs de Thomas Cook. Et je pense que c'est très important d'écouter les gens concernés. Et justement, ça touche à ce qu'on propose avec Agora, de vraiment écouter les gens concernés par les décisions prises. Et vous, vous voyagez parfois en all inclusive, Benoît Serex, ou alors c'est pas votre truc ? C'est pas mon truc, mais c'est vrai que Thomas Cook a été un des acteurs de la démocratisation des voyages. Moi, quand j'étais jeune, on ne partait jamais en Tunisie, en Turquie ou même en Espagne en avion dans des formules all inclusive. Ça s'est terriblement développé pendant toute une période, et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu à la fin d'un modèle. Très clairement, parce que je l'ai entendu dans le début du débat, c'est vrai qu'Internet a aujourd'hui révolutionné la manière dont les gens voyagent, organisent, réfléchissent d'ailleurs plus à leur voyage, ce qui est quand même intéressant. Je pense qu'il y a aussi un phénomène Brexit dans ce qui se passe avec Thomas Cook et la peur que tout ça peut susciter. Le fait aussi que la livre anglaise ait perdu beaucoup par rapport à l'euro au cours de ces derniers mois depuis que les Anglais ont pris cette décision. Mais je dirais que ma pensée première, et je l'ai tellement vécu lorsque j'étais ministre de l'Emploi ici à Bruxelles, c'est par rapport à toutes ces personnes qui risquent, certaines c'est déjà fait, d'autres qui risquent de perdre leur emploi. Et là, je crois qu'il faut vraiment en appeler à nos gouvernements lorsqu'ils seront formés, parce que pour l'instant ça n'avance pas très fort, mais pour que toutes les cellules de reconversion qui existent, sur base d'accords de coopération entre les régions et le fédéral, pour faire en sorte que tous ces gens qui finalement sont les victimes de ce système aient l'occasion de retrouver une place dans le circuit du travail. Donc là, à Bruxelles déjà, mais je l'espère aussi en Wallonie et en Flandre, qu'on se serre les coudes pour essayer d'apporter une solution pour ces gens. Alors on va parler un petit peu d'Agora maintenant, si vous le voulez bien. Donc cette assemblée citoyenne que vous devez constituer par le biais de personnes tirées au sort, ça c'est votre projet politique. Vous représenteriez cette assemblée citoyenne. Vous en êtes où pour l'instant ? Absolument. Donc ce qu'on veut faire, c'est constituer une assemblée citoyenne qui a à terme du pouvoir vraiment législatif, donc où on va vraiment entendre les Bruxellois et les Bruxelloises pour les sujets qui leur concernent. Et moi, j'en serai le porte-parole dans le Parlement bruxellois. Donc on a été élu côté néerlandophone, le collège électoral néerlandophone. J'essaierai aujourd'hui de m'exprimer en français, qui n'est pas ma langue maternelle. Vous vous débrouillez plutôt bien. Merci beaucoup. Et là, on en est où pour l'instant, cette assemblée ? C'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, on est en train de constituer une base de données avec toutes les adresses de Bruxelles, qui sont des données publiques. C'est juste qu'il s'agit des rues, des numéros de maison, des numéros de boîte. Et finalement, sur cette base de données-là, on va faire un tirage au sort des adresses, donc une répartition géographique. On va envoyer des lettres à toutes ces adresses en des groupes de 1500 lettres. Finalement, on estime devoir envoyer peut-être jusqu'à 6000 lettres pour avoir un taux de réponse de 3 à 7% de gens qui vont répondre favorablement à pouvoir et vouloir participer à cette assemblée citoyenne. Le deuxième étape, pour nous, ce sera un deuxième tirage au sort sur les gens qui ont dit oui, avec des quotas de diversité. Parce qu'on le sait tout, Bruxelles, c'est une ville très diversifiée et la population bruxelloise
est beaucoup plus diverse que la population qu'on retrouve par exemple dans une assemblée parlementaire ou les gens qui participent de manière générale à la politique de notre région. Et donc cette assemblée citoyenne, c'est pour quand? Pour qu'on ait un chiffre maintenant, une date plutôt? Voilà, cette assemblée citoyenne sera donc constituée d'ici 2 semaines, on va faire le tirage au sort. Fin décembre, il y aura une première journée de rencontre pour les gens qui ont été tirés au sort sur ces quotas âge, genre, niveau d'éducation, au niveau d'instruction. Et puis finalement, l'Assemblée proprement dit va commencer en janvier de délibérer sur les sujets de la région bruxelloise. Et donc ce sera n'importe quel sujet alors, dont ils veulent se saisir. Absolument. Ouais. Il y aura même 2 parties d'agenda. Il y a une agenda réactive qui réagit par rapport à ce qui se passe au Parlement et dans le gouvernement. Et une partie proactive où l'Assemblée même décide qu'est-ce qui sera sur l'ordre du jour. Ouais. Alors Nicolas De Decker, vous qui êtes journaliste politique, ça vous interpelle ça? Oui, ça m'interpelle, mais pas nécessairement en tant que journaliste politique. Ça évidemment suscite toute une série de questions qu'on va peut-être pouvoir essayer de poser, mais la première, c'est sur votre rôle à vous, individuellement. Donc vous serez, si je comprends bien, tenu par un mandat impératif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Assemblée va décider que au Parlement bruxellois, Agora déposera une proposition d'ordonnance ou de motion, qu'importe, et donc vous y serez tenu. Qu'est-ce que vous faites si cette Assemblée décide qu'il faut exterminer tous les membres du CDH de Woluwe-Saint-Pierre et que vous n'êtes pas d'accord? Bah écoutez, par exemple, plutôt plausible. Disons que l'accord personnel n'est même pas important, donc voilà, on n'en parle pas. Ce qui est important dans ces cas que vous mentionnez, c'est on ne va pas défendre des décisions de l'Assemblée s'ils touchent vraiment à des droits fondamentaux, des droits de l'homme. Après tout ça, on va défendre toutes les décisions que l'Assemblée va prendre, même si personnellement, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que c'est un défi. Benoît Sorex. Oui, parce qu'en tant qu'homme ou femme politique, on a quand même des convictions et des convictions personnelles, et on n'est pas un presse-bouton sur base de ce que décide une Assemblée à un moment donné déterminé. Si demain, votre Assemblée de citoyens décide, et c'est un débat qui pourrait arriver, qu'on veut restaurer la peine de mort, il y a des pays où cette discussion existe. Moi, j'y suis tout à fait contre, et c'est pas parce qu'une assemblée va me dire que je dois le faire que je vais le faire. Moi, j'ai des convictions profondes. Donc, je ne vais pas appuyer sur un bouton simplement parce qu'on m'a dit d'appuyer sur un bouton. Ça, moi, je ne ferai pas. C'est pas mon engagement politique. C'est quand même beaucoup en politique. Je veux dire, quand on est les députés de la majorité et autres, on vote quand même. Enfin, je veux dire, on vote quand même beaucoup. Pas toujours selon ses propres convictions, mais on a des politiques de groupe et on suit. Oui, monsieur Kukulka, mais moi j'ai été élu sur base d'un projet, sur base d'un programme qu'on a été discuté avec la population, qui nous a mandatés plus ou moins, donc les uns et les autres. Non, mais justement, les uns et les autres. Mais non, mais je parle pour tous les partis politiques en général qui sont au Parlement. Et donc, et on doit parfois faire évidemment certains compromis puisqu'on est dans un système de représentation proportionnelle. Mais je n'ai jamais voté contre ma conscience. Oui, votre réponse par rapport à ça, vos convictions personnelles, vous les mettez de côté? Je vais devoir les mettre de côté parce que justement, c'est le mandat qu'on a eu des lecteurs. C'est j'ai le mandat d'aller représenter cette Assemblée citoyenne. Oui. Même si je ne serai pas d'accord avec ce qu'elle décidera peut-être, je vais devoir défendre les intérêts de cette Assemblée. C'est justement le mandat. Et selon vous, qu'est-ce que ça va permettre que ne pourrait pas un élu qui a été élu sur base d'un programme en se présentant devant les électeurs, qu'est-ce que ça va amener comme innovation démocratique selon vous? Premièrement, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de renouer un peu la politique avec les citoyens. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont perdu de plus en plus la confiance dans les institutions politiques, comme les partis, comme le Parlement, comme même un gouvernement, ou des institutions encore plus loin que la région, comme les institutions européennes. Et je pense que des projets tels que ce qu'on fait, et on n'est pas seul d'ailleurs, on voit ça en Belgique germanophone, on voit ça en Irlande, en Angleterre, en plein d'autres pays, qu'ils veulent refaire la confiance du citoyen dans la politique, mais aussi vice-versa, des politiciens dans les citoyens. Parce qu'on remarque, si on met ensemble des citoyens autour d'une table, vous pensez qu'on appelle que les citoyens, que les politiciens,
ont perdu le contact quelque part avec le citoyen. C'est quand même quelque chose qui leur est reproché très souvent, que les politiciens, ils vivent dans un autre monde. Et c'est vrai que depuis que je suis élu, j'ai beaucoup d'invitations pour des choses où sinon, si je n'étais pas élu, je n'étais pas invité du tout. Et donc on remarque, comme ici, tout à fait, absolument. Oui, le privilège d'être expert, même si je ne suis pas du tout expert en Thomas Cook ou les sujets qui sont là. On a bien compris. Oui, Emmanuel, vous souhaitez réagir. Aussi du côté un peu chronophage de la chose, c'est-à-dire qu'on part d'une base neutre, d'une base, différents niveaux d'études, différentes formations, etc. Pas d'expérience en politique. Une fois qu'on commence à acquérir cette expérience qui va devenir précieuse, comment est-ce qu'on s'en, entre guillemets, débarrasse? Vous allez me dire qu'un roulement est assuré, mais à ce moment-là, est-ce qu'on ne perd pas justement des connaissances précieuses, des connaissances dans le sens empirique du terme, et utiles donc finalement pour le citoyen? Ça, j'ai du mal un petit peu à comprendre. Ça, c'est plus un fonctionnement à terme des assemblées citoyennes telles que à terme, on ne se voit pas vraiment fonctionner comme on le fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis le porte-parole de cette assemblée. Je vais porter ces décisions dans le Parlement bruxellois en exerçant mon rôle de contrôle du gouvernement ainsi qu'un pouvoir législatif ou une prise d'initiative législative. Mais à terme, on se voit vraiment que cette assemblée citoyenne soit remplace les députés, quoi. Pas remplace, mais soit une addition, donc un élément supplémentaire, une sorte de deuxième chambre à Bruxelles, si on le veut. Elle perdra de sa fraîcheur, forcément. Pardon de vous interrompre. Elle perdra de sa fraîcheur, ou alors vous allez tout le temps renouveler. On va renouveler déjà dans les 5 années qui vont venir. Chaque demi-année, on va renouveler la moitié de l'Assemblée par cycle. Donc, je vous sens très perplexe, Benoît Serex, par rapport à ça. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous y croyez pas, quoi? Non, je n'y crois pas, parce que moi, je suis un grand défenseur de notre système de représentation. Oui, et quand on vous dit qu'il a atteint ses limites... Alors attendez, je n'estime pas, contrairement à ce que monsieur a l'air de dire, que je suis en déconnexion totale avec ma population, au contraire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système de représentation doit évoluer parce qu'on sent une plus grande demande de participation de la population, d'être plus impliqué. Donc, on ne vous donne pas un mandat pour 5 ans et puis 5 ans après, vous rendez des comptes. Non, ça, c'est vrai que ça a fonctionné comme ça par le passé, mais aujourd'hui, il y a une volonté de plus adhérer, de plus participer. Mais ça peut se faire au travers de toute une série. Moi, j'organise des rencontres citoyennes, on fait des consultations populaires, on va organiser de vraies consultations populaires sur un certain nombre de sujets. On va lancer des budgets participatifs pour que des habitants d'un quartier puissent eux-mêmes prendre en main l'aménagement d'un certain nombre de projets. Donc, non, c'est pas la même chose, mais je ne crois pas, M. Kukulka, au fait que demain, des citoyens tirés au sort, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et alors, j'attends de voir aussi, parce que vous allez en tirer au sort, et puis qui va finalement accepter? Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont tirés au sort qu'ils ont envie de participer à vos débats citoyens? Et donc, est-ce que vous aurez une véritable représentation proportionnelle de la société? J'attends de voir ça. Mais je ne pense pas que ça fonctionnera mieux parce que des citoyens sont tirés au sort que les quelques travers qu'on a aujourd'hui dans un système qui doit évoluer et qui doit être amélioré. Votre réponse? Je pense qu'effectivement, il y a un intérêt à tirer des citoyens au sort, parce qu'ils n'auront déjà pas l'intérêt de se représenter et d'être élus. Je pense qu'il y a souvent des politiques qui ne sont pas très, populaires, des décisions qui ne sont pas prises, des décisions sur le long terme, qui peut-être devraient être prises, mais des gens qui ne les prennent pas parce qu'ils ont peur de ne pas être réélus. Je ne dis pas qu'on doit abandonner les systèmes représentatifs. Nous, ce que nous proposons, c'est vraiment de mettre à côté de ça une sorte de système qui permet, d'une manière structurée, méthodologiquement bien pensée, de alimenter la discussion politique, d'en faire une en parallèle même, et qui permet aux citoyens de s'exprimer plus qu'une fois les 5 ans, les 6 ans, pour aller voter des gens sur lesquels, finalement, ils n'ont pas de contrôle autre que, effectivement, rendre des comptes après le mandat exercé. En fait, moi, je pense que les deux systèmes sont tout à fait compatibles. C'est-à-dire que... des gens se plaignent de la politique pour X ou Y raison, et en fait pour beaucoup de raisons différentes. Et en fait, oui, vous avez raison quand vous dites qu'il y a des groupes de quartiers qui se réunissent, mais justement, peut-être que le côté tirage au sort va permettre d'aller chercher des gens qui étaient complètement désenchantés de la politique. Et donc, je ne pense pas qu'il faille opposer les systèmes et qu'il faille finalement ajouter tous ces systèmes. Donc, que la commune organise, que la région organise quelque chose, que
que chaque parlement organise des choses avec les citoyens. Je trouve ça intéressant et je pense pas qu'il faille s'opposer, mais plutôt ajouter les initiatives. La Convention bruxelloise a organisé sur la législature précédente un panel citoyen dans le domaine de la mobilité. Mais je trouve que c'était intéressant. Donc je ne suis pas contre ça, mais pas pour que ce soit des citoyens, pas pour que ce soit des citoyens tirés au sort qui décident à notre place. Ils ne vont pas décider à votre place, hein, si j'ai bien compris. C'est suggérer des choses. Et après vous. Mais monsieur est élu et il dit je ne fais rien. Hein, j'ai lu un de votre article, je ne fais rien au Parlement. Hein, donc je ne fais pas rien, j'organise une assemblée citoyenne. Oui, comme les donc autres vous ne faites rien, députés investissent du temps dans leur Vous ne vous prononcez pas sur tous les débats politiques régionaux en attendant que votre assemblée citoyenne vous donne des instructions. Je trouve ça un peu particulier. Nicolas. Je m'interroge sur ce qui me semble être à la fois un paradoxe et un effet pervers possible. Vous avez vous-même parlé d'une volonté d'avoir un taux de réponse de 3 à 7%. Mathéus disait que ça pouvait remotiver les démotivés. Comment est-ce qu'on peut... Moi, si une proposition à laquelle participent 3% des personnes à qui on a proposé cette chose, ça ne me semble pas être une proposition à laquelle participent, qui remotive les gens. Et comment est-ce qu'on fait pour, justement, éviter que ne participent que les motivés? Parce qu'en général, le risque, c'est d'avoir une petite minorité ou deux petites minorités agissantes qui reçoivent la convocation et qui donc vont s'y engager à fond, mais ce sont des gens très motivés. Et donc, en voulant avoir des démotivés, est-ce que vous n'allez pas au contraire avoir une assemblée très motivée? Et est-ce que ça serait pas... Et comment vous faites d'ailleurs pour éviter cet écueil? Je pense que si on regarde les exemples à l'étranger ou encore en Belgique germanophone où ça a été voté, où ça a été mis en place très récemment, on voit qu'il n'y a pas seulement les intéressés qui viennent et justement qu'il y a des gens qui sont la majorité silencieux ou quoi, qui ne disent pas grand-chose sur la politique, qui s'intéressent un tout petit peu, mais qui viennent quand même quand ils sont invités pour un panel 3-7%, c'est pas la majorité c'est très peu. Après, c'est des expériences... On ne doit pas les obliger, par exemple. C'est des expériences où un panel citoyen ou des assemblées citoyennes ne sont pas bien connues, ne font pas partie d'une politique citoyenne bien établie. Donc je pense que le plus qu'on rentre dans un système comme ça, le plus que ce soit connu, le plus que les gens vont accepter. Et aussi, c'est que si on prend contact par lettre écrite, nous, on veut à terme aussi aller vraiment faire de la porte-à-porte, contacter les gens téléphoniquement pour augmenter drastiquement cette taux de réponse. Ouais. Magali Plovy, la présidente écolo du Parlement, parle d'un lieu qu'elle veut que le Parlement devienne un lieu d'expérimentation. Elle parle de commission mixte, Benoît Sorex, moitié citoyen, moitié élu. Vous qui connaissez bien les travées du Parlement, vous en pensez quoi? Mais je pense que si on est dans un phénomène consultatif, comme on l'a fait, on a fait cette expérience sous la législature précédente, pourquoi pas? Si on est... Ceci dit, certains se demandent à quoi il a servi, ce panel citoyen sur la mobilité. Oui, justement, parce que souvent, quand on fait un truc consultatif, eh bien, à quoi il a servi, à quoi il a servi, je vais vous le dire, à une proposition de résolution qui a été votée par les parlementaires, transmise au gouvernement, chargé de l'appliquer. Oui, une résolution, c'est ce que ça vaut. On espère que le futur gouvernement l'appliquera, puisque ça allait dans le sens de ce qu'il promeut en matière de mobilité. Donc, je n'ai pas de désespoir à ce niveau-là. Mais si c'est pour associer des citoyens tirés au sort, et pourquoi ceux-là et pourquoi pas les autres, et en effet, vous avez raison sur la réelle représentativité que ça va représenter, et qui vont être associés au processus décisionnel, moi, ça me pose problème. Moi, j'ai été élu, il y a des gens assez nombreux qui ont voté pour moi dans ma commune, pour un projet. Je ne vais pas ajouter des citoyens tirés au sort pour prendre des décisions avec moi. Ouais, alors on va clôturer sur le sujet. Encore deux questions. Dernière chose sur le pourcentage. Le ministre-président n'est élu que par quelques pourcents de la population. Les élus, quand on regarde les scores personnels, ils sont très faibles par rapport à 1 200 000 habitants. Donc, mais je suis élu avec 35% de la population. Oui, mais on parle au niveau régional. Moi, je sais que Charles Piquet, son meilleur score à l'époque, c'était, je crois que c'était 50 000 voix. Ce qui ne représente pas grand-chose sur la région, donc ce n'est pas très représentatif non plus. Donc, 50 000 voix pour lui, mais beaucoup plus pour sa formation politique, oui, mais ce que je veux dire, et pour un projet qu'il a défendu à l'époque. Mais ça. Emmanuel, oui. Et puis je voulais juste demander comment, en termes encore une fois, d'organisation, de timing, vous voyez les choses dans la mesure où donc là, vous dites janvier, cette assemblée va être mise en place. Oui. Et donc pour une durée déterminée. Donc la durée sera des cycles de 6 mois.
Et donc, chaque assemblée va avoir une composition de 6 mois, après laquelle elle va être renouvelée de moitié des gens. Et dans le decision-making proprement dit, je veux dire, on est dans la compromission déjà en permanence. Est-ce que vous imaginez que les choses iront vite? À partir du moment où il faut informer chacun, il faut faire des retours beaucoup plus nombreux? C'est vrai que c'est un enjeu de la participation citoyenne et de la démocratie participative. Ça prend plus de temps, c'est chronophage, c'est vrai. Et on se rend compte aussi que dans le système actuel d'un Parlement, avec des questions qui viennent très vite, des questions d'actualité, des questions orales écrites, qui doivent venir de l'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, c'est pas évident pour inclure des citoyens là-dedans. Et donc pour nous, c'est vraiment ça aussi, comme Madame Ploville disait dans son discours encore hier, c'est de faire un lieu d'expérimentation démocratique. Et de voir aussi que parfois, si on veut vraiment inclure les citoyens, ça prend peut-être plus de temps, mais finalement, on peut aller plus loin aussi. Alors on va en rester là, on va suivre en tout cas cette expérimentation, voir en tout cas que ça suscite pas mal de questions ici sur ce plateau. On va parler du GIEC maintenant, montée plus importante des niveaux des océans, fonte des glaces. Le dernier rapport de ce GIEC, qui rassemble des experts sur l'évolution du climat, est alarmant. Il a été présenté ce mercredi à Monaco, une présentation qui était retransmise en direct à l'ULB. Le dernier rapport du GIEC sur le climat est alarmant, une nouvelle fois. Retransmis en direct, c'est l'occasion pour les climatologues et autres défenseurs du climat de prendre connaissance des nouvelles conclusions du rapport scientifique. Ce nouveau rapport confirme ce que les anciens rapports ont déjà dit. On a donc une augmentation du niveau marin, acidification des océans, augmentation de fonte, mais la différence c'est qu'ici tout s'accélère. Concrètement, le GIEC interpelle sur l'augmentation exponentielle du niveau des océans, déjà présente dans le rapport de 2013, mais cette fois-ci la cryosphère, c'est-à-dire l'ensemble des glaciers et montagnes, est aussi en train de fondre rapidement, une conséquence directe du réchauffement climatique. C'est donc principalement pour informer que l'organisation climatique Scientists for Climate a décidé d'organiser cette projection. Nous voulons traduire ce rapport pour qu'il soit compréhensible pour tous ceux qui sont intéressés. Il faut dire que nous voulons aussi le traduire pour que la jeunesse et les étudiants puissent le comprendre. Près d'une centaine d'experts du monde entier ont étudié près de 7000 rapports scientifiques pour déboucher sur les quelques 900 pages du rapport, un rapport qui n'est toutefois pas une fatalité en soi. Si on stabilise la température à 2 degrés ou autour de 2 degrés, c'est possible de limiter les dégâts. Maintenant, si on ne fait rien, on va vers une, disons, catastrophe après 2100 avec des changements qui sont beaucoup trop importants. Après la projection, les invités ont eu l'occasion de poser leurs questions aux différents climatologues présents. Tous, en tout cas, sont d'accord sur une chose, attendre n'est plus une option. Voilà, Nicolas, attendre n'est plus une option. Mais justement, et je vais faire la connexion avec le débat précédent, on est ici sur ces questions climatiques à un moment de tension qui ne me rend pas optimiste entre l'expertise que l'on entend, qui pose des constats et qui demande, mais n'impose pas de faire des choses. Si on ne les fait pas, c'est la catastrophe, mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Donc expertise, représentation, c'est-à-dire les politiques que nous avons élus, dont certains disent qu'ils doivent absolument, qu'il faut absolument appliquer ces recommandations, qu'il faut le faire vite, etc. D'autres le disent, mais moins. Et puis aussi participation, où on entend que, où on voit, on lit que tout le monde n'est pas d'accord de changer radicalement de mode de vie comme cela semble nécessaire. Et c'est ce qui me rend, ce triangle-là me rend pessimiste parce que j'aurais tendance à faire confiance aux experts, qui sont des experts. Bon, certains un peu moins que moi, mais ailleurs que sur BX1, ils le sont meilleurs que moi, je le concède volontiers. Mais ces experts-là, leur parole n'a pas de vertu performative immédiate, c'est-à-dire que ce qu'ils disent ne s'applique pas. Et pourquoi ça ne s'applique pas? Parce qu'on a un système dans lequel on doit gérer des intérêts, on doit écouter ce que dit la population, y compris ceux qui ne veulent pas changer. Oui, alors justement, donc, par rapport à ça, le changement, ça le rend moins probable. Ouais. Un système actuel, système politique aussi, qui rend impossible le changement, Benoît Sorex. Non, ça je ne pense pas. C'est vrai que ce rapport, c'est à pleurer, parce que c'est peut-être c'est le Xème du genre, et il n'y a pas que les rapports du GIEC, et ils vont tous dans le même sens. En gros, ils demandent des décisions brutales, si je puis dire. Ils demandent des changements de comportement assez brutaux. Et je suis comme vous, je ne suis pas fort optimiste, parce que c'est vrai que c'est un problème mondial. Donc on va droit dans le mur, quoi.
Je crains que sans changements radicaux, on va droit dans le mur. C'est ce que tout le monde dit. Mais écoutez le président Trump, écoutez Bolsonaro, vous n'êtes pas optimiste. Oui, donc manque de courage politique aussi à un certain moment. Manque de courage politique, manque de prise de conscience. À certains moments donnés, on se demande par qui on est dirigé quand on entend les discours au Brésil. Et je pense que dans des pays comme les nôtres, il n'y a pas qu'en Belgique, on a quand même des prises de conscience, il y a toute une série de comportements qui sont en train d'évoluer et ça peut partir du local. Moi, je vois toute une série de communes en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles qui font toute une série d'efforts dans ce domaine-là. La région aussi, elle l'a fait sous la législature précédente. Le programme actuel est aussi ambitieux à ce niveau-là. Donc, la Belgique doit peut-être encore aller plus loin, mais on sent que dans toutes les formations politiques aujourd'hui, cette problématique est quand même intégrée. Mais par exemple, au niveau communal, à Woluwe-Saint-Lambert, j'ai lu cette semaine qu'on allait peut-être interdire le chauffage de terrasse. Est-ce que ça, vous pensez que vous pourriez le faire aussi dans votre commune ? Je pourrais facilement le faire, d'autant plus qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de terrasse chauffée à Saint-Pierre. Voilà. Donc, il n'y a pas de terrasse chauffée. Mais les centrales nucléaires sur son territoire, il les ferme toutes. On va faire sur les économies d'énergie, sur l'isolation, sur les circuits courts, sur l'agriculture urbaine, sur les traits des déchets, le tri des déchets. Donc, moi, c'est l'élément fondamental de mon programme à Woluwe-Saint-Pierre, c'est réussir cette transition écologique et cette transition numérique. Et tout notre programme, il tourne autour de cela. Alors, Pépin Kénis, vous vous exprimez à titre personnel, puisque là, vous n'avez pas encore de mandat de votre assemblée pour vous exprimer sur le sujet, mais votre réaction par rapport à ça et à ce courage politique qui semble manquer parfois. Je pense justement, un courage politique, il le faut, et si on regarde certains pouvoirs exécutifs qui ont été d'ailleurs élus, comme les présidents que vous venez d'évoquer, M. Trump ou encore Bolsonaro, pour moi, il manque une chose, il manque de vraies décisions de la population qui se sont informées, qui sont délibérées et qui, ensemble, en toute sa diversité de population, ont pris la décision. On va améliorer notre manière de vivre et non seulement pour nous, mais pour la planète entière. Pour moi, effectivement, il y a une crise une crise écologique qu'il faut absolument aborder d'une manière urgente, non seulement en région bruxelloise, mais dans tout le monde. Allez, on va passer, si vous le voulez bien maintenant, à notre séquence tête d'affiche. Si vous ne la connaissez pas, c'est très simple. On va vous montrer 4 personnalités. Vous en choisissez une et vous nous expliquez pourquoi. Vous connaissez l'exercice, Benoît Serex. On commence avec vous. En principe, les personnalités vont s'afficher sur les écrans. Vous devez regarder les écrans plasma. C'est Boris Johnson, Premier ministre britannique qui est dans la tourmente, c'est le moins qu'on puisse dire. Angèle qui a enchanté la Grand Place. Ou Jan Jambon qui doit prendre son mal en patience, il n'est toujours pas ministre-président flamand. Ou l'inoxydable Astérix dont la nouvelle aventure sort le 24 octobre. Votre choix, Benoît Serex. Eh bien, Angèle, puisque mais oui, mais c'est quand même le jour de la fête de la communauté française hier soir, donc elle est sur la Grand Place, c'est un beau succès belge chez nous, mais aussi à l'étranger. Je crois que de temps en temps, on peut être un peu chauvin, on peut être un peu fier de nos artistes et de nos artistes de qualité. Allez, à vous maintenant, vous avez compris le principe. On vous montre aussi les 4 visages, en commençant par Greta Thunberg, dont le discours à la tribune de l'ONU a fait beaucoup parler de lui, ou Jacques Chirac, l'ancien président français qui vient de disparaître. Stromae qui a fait un retour sur sa page Facebook pour célébrer les 10 ans d'Alors on danse, ou Vincent Kompany qui s'est blessé une fois encore lors du match de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et le Berscott. Vous choisissez qui ? Je devrais quand même choisir Greta Thunberg, je pense. C'est vraiment, ça montre qu'une citoyenne, quelqu'un qui n'a peut-être pas tellement d'influence à la base, puisse monter un mouvement, qui puisse vraiment avoir un écho mondial et qu'il y a d'ailleurs plein d'exemples en Belgique et ailleurs des mouvements qui se reproduisent. Et je pense qu'effectivement, ça montre que même l'ONU peut écouter les citoyens et les citoyennes. Allez, on va parler d'un autre choix maintenant, c'est le choix d'un président ou d'une présidente de parti. C'est toujours un moment délicat, n'est-ce pas, Benoît Serex? Et donc, il y a un peu de tension dans l'air quand il s'agit de choisir un nouveau président. C'est le cas au MR, mais aussi au PS bruxellois, qui doit choisir une nouvelle équipe. 2 tickets en lice, le trio Ahmed Lawesh, Isabelle Emery, Martin Casier, et l'autre emmené par Rachid Madran, avec Catherine Moureau et Karine Lalieu. Alors, Rachid Madran était l'invité de l'interview jeudi, écoutez-le.
Alors, en une phrase, comment vous allez ranimer le PS bruxellois qui a perdu 23 000 voix au dernier régional? En revivifiant nos sections et en remettant le militant au cœur du dispositif. C'est le militant qui est nos yeux, nos oreilles, il est en permanence sur le terrain. Il faut aujourd'hui, à l'intérieur, je crois, remettre de la participation. Lorette avait déjà commencé avec ce qu'on appelait les midis de la fédération. Il faudrait le faire, à mon avis, aussi dans les sections. Il faut retrouver la culture du débat et permettre aux militants, d'abord, il faut le respecter, et permettre aux militants d'être entendus. Et donc, Nicolas, on le disait, c'est un moment de tous les dangers. Hein. C'est le choix d'un président. Il y a beaucoup de partis qui sont concernés pour l'instant. Peut-être l'hypothèse du tirage au sort serait plus opportune en cette occurrence, encore que dans une assemblée, en effet. D'ailleurs, ça permettrait aussi, je me demande s'il y aurait un taux de réponse de plus de 3% sur les militants des partis. Mais au-delà de ça, ici, on assiste à c'est encore un bel exercice de langue de bois. Évidemment, tous les candidats à toutes les élections internes, veulent relancer dans toute l'histoire du monde et des élections internes, disent qu'ils veulent donner la parole aux militants et relancer le débat interne. Ce qu'il y a derrière la candidature de M. Madran, c'est la succession de Lorette Onkeling, c'est-à-dire que ce sont ces candidats. Elle a construit une contre-candidature à la candidature d'Ahmed Laouej, qui est soutenue par Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, et par le ministre-président Rudy Vervoort. Elle déteste, pour mille et une raisons, ces trois personnes, et en particulier d'ailleurs Ahmed Laouej, et donc elle a mobilisé qui elle pouvait pour organiser une contre-candidature. Sur Rachid Madran, j'ai une petite question qu'on peut éventuellement poser à nos invités, c'est, il est président du Parlement bruxellois, est-ce que c'est compatible, ce rôle d'ordonnateur des débats, de débats apaisés, avec un rôle de président d'un des partis bruxellois, et donc il doit être à la fois celui qui s'engage dans le débat, celui qui mène le débat, et celui qui dirige les débats, mais de manière apaisée. Est-ce que c'est pas contradictoire, voire schizophrénique? Je pose la question, je laisse les... J'ai très peu d'expérience dans l'hémicycle, donc c'est très difficile à dire. J'ai rencontré M. Madran à plusieurs reprises et je pense qu'il est déjà actuellement un très bon président de Parlement pour ce qui concerne la diffusion de parole. Notamment, il veut aussi ouvrir le Parlement et les institutions aux citoyens. Après, si c'est compatible avec la présidence de parti, je n'en sais pas assez. On verra ce qu'en pensera votre assemblée, peut-être. Voilà. C'est vrai que vous invitez des politiciens dans une émission qui s'appelle des experts et on et vous ne vous considérez pas comme un politicien? Si, forcément si, mais on attend des politiciens qui sont experts de tout et rien. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose à dire pour des politiciens qui assument que voilà, ils ne savent pas. Donc, je ne sais pas. C'est un peu le principe de l'émission qu'on fait réagir les candidats à des sujets d'actualité qui peuvent être effectivement de nature diverse. Benoît Serexou, qui avait une grande expérience du Parlement. Est-ce que c'est compatible, pour répondre à Nicolas Dedecker? D'abord, je trouve, on ne l'a pas fait chez nous, mais je trouve que c'est vivifiant qu'il y ait un débat démocratique à l'intérieur des partis. Vous regrettez que ça n'ait pas eu lieu au CDH? Chez nous, ça s'est passé un moment un peu difficile, à 3 mois des élections régionales et fédérales, mais je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir, que ce soit au MR ou au PS, des équipes différentes qui viennent avec d'autres projets, d'autres personnalités. Je trouve que c'est bien, en tout cas pour la démocratie interne d'une formation politique. Donc, sur cela, moi, je n'ai pas de souci, au contraire. Alors, je suis un adepte, à titre personnel, du décumul total des fonctions. Moi, je trouve qu'on ne sait pas faire 25 choses en même temps. Donc, y compris avec une présidence de fédération? Il y en a qui croient qu'ils savent tout faire, mais c'est la même chose de l'autre côté, puisque M. Laouej, lui, il est bourgmestre, il est député, il est chef de groupe, et il va encore être président de fédération. Donc, à un moment donné, comment est-ce qu'un seul homme peut gérer tout ça? Moi, je trouve que beaucoup de présidents de partis ont cumulé, mais le CDH mais on est d'accord, je pense que les temps doivent changer à ce niveau-là. Je pense que les temps doivent changer, que la démocratie doit être répartie sur plusieurs personnes et pas toujours concentrée sur les mêmes têtes. Et donc, voilà, je pense que chacun doit assumer une fonction et ça suffit. Après, président de fédération, c'est pas président de parti. C'est quand même pas du tout la même charge de travail, ni la même visibilité. On connaît les présidents de partis qui sont les personnes qui sont vraiment les têtes de pont des partis. Les présidents de fédération, qui plus est bruxelloises, ne sont pas vraiment les... il s'est passé qu'ici, au PS, il y avait Lorette Onkeling avant. Il y a eu... avant, c'était M. Bourreau pendant longtemps. Il était bourgmestre et en fait... c'est pas une grosse charge de travail, donc je suis pas sûr que ce soit très problématique que de cumuler les deux. Après, c'est vrai peut-être pour le côté neutralité du débat, quand même. Je veux dire, c'est la personne qui doit
à la fois rédiger le programme du Parti socialiste pour les régionales bruxelloises et le porter en tant que président. Et qui doit être un peu au-dessus de la mêlée quand on est président de parti, c'est exact. Je pense que c'est quand même un peu... Voilà. Je voulais juste dire que, médiatiquement parlant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé, mais c'est peut-être une impression, peut-être parce qu'on est plongé dans cette... on attend les résultats, l'évolution des choses, etc. Mais on réalise peut-être mieux aujourd'hui que l'importance de ce rôle de président de parti, notamment, pas seulement de fédération de parti. Et j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était pas sur votre antenne, peut-être Denis Ducarme, qui disait que son père lui aurait jamais conseillé de postuler à ce genre de poste. Mais bon, voilà, ça veut dire... je trouve que le citoyen lambda prend peut-être conscience davantage de l'importance, en effet, de ces... Quel que soit le côté chronophage de la chose, d'ailleurs. Juste une question, parce que Nicolas parlait effectivement, à un moment donné, de l'importance des rapports humains et de cette inimitié qui peut exister. Est-ce que c'est ça, un moment, au-delà du programme, qui motive les présentations à une présidence de parti, Benoît Serex? Vous qui connaissez bien la cuisine interne. Je ne suis pas membre ni du PS, non, mais vous connaissez très bien la manière dont ça se passe à l'intérieur d'un parti. Ça peut sans doute arriver, mais ça je trouverais dommage. Je pense que ce qui est plus important, c'est qu'à l'intérieur d'un parti, on doit pouvoir avoir un débat sur des projets. Quelle est votre vision pour le développement de votre formation politique dans les années futures? C'est ça qui est intéressant, et pas le fait qu'on fasse partie d'un clan ou d'un autre. Ouais. Ça, c'est un peu cours de récréation. Vous étiez déjà au CDH en 1995, oui. L'élection de Charles Ferdinand Nothomb contre Joël Milquet. Qu'est-ce que ça a laissé comme fracture? Est-ce que c'est sur le très long terme, quand il y a comme ça des choses aussi fortes, des fossés aussi grands? Oui, mais je me souviens très bien de cette époque-là, et là c'était plus une question de vision. Qui a abouti d'ailleurs à tout le travail sur le changement de nom à l'époque. C'était la volonté de Joël Milquet d'ouvrir le parti à d'autres. Donc il y a vraiment eu un débat de fond à l'époque, plus qu'un débat de personnes. Mais ça laisse de profondes fractures, en tout cas, pas seulement au CDH, on parle au MR. Chez les héritiers, je veux dire, ici on a parlé un peu du PS, au mouvement réformateur, les deux candidatures qui s'organisent, on parle beaucoup de Boris Diliès, bourgmestre d'Uccle, d'Alexia Bertrand, qui est une OLUN. Mais ce sont deux candidats qui sont pilotés par les écuries respectivement de Charles Michel et de Didier Reynders. On ne peut pas penser, on ne peut pas dire, après 25 ans, même 35 si on prend les fondateurs des dynasties respectives, que Charles Michel et Didier Reynders portent des visions complètement opposées du libéralisme. Et en effet, on est dans une situation là où c'est spécifiquement l'inimitié personnelle. Ce que je voudrais dire aussi, c'est si on parle de ce débat sur les fédérations libérales et socialistes de Bruxelles, parce que ça se renouvelle, c'est parce qu'on n'en parle pas ici aux experts sur BI5, on ne parle pas du renouvellement des présidents. C'est-à-dire que ce qui est remarquable dans le renouvellement des présidences nationales, à l'exception des colos, mais c'est parce que c'est statutaire, c'est que les Bruxellois n'ont presque pas voix au chapitre. On parle de Paul Magnette au PS, est-ce qu'il doit être d'accord avec Liège ou pas Liège, les autres ennemis, etc. On ne parle pas des Bruxellois. Au MR, c'est est-ce que ça va être Charles Michel, comment est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va être Georges-Louis Boucher, Denis Ducarme, peut-être un Liégeois, etc. Les Bruxellois, dans ces moments-ci, sont très singulièrement absents de la scène politique nationale, et je pense que c'est rarement vu. Oui. Une faiblesse bruxelloise, en général. Oui, je pense très clairement. Au CDH aussi, hein. Partout. Oui, non, mais je ne... Sauf à défi, il faut bien le reconnaître. Oui, parce qu'ils ne sont qu'à Bruxelles. Mais, Non, ils ne sont pas qu'à Bruxelles. Attention, vous allez vous fâcher avec Olivier Minguin. Disons qu'en Wallonie, je ne les comptais même pas. Mais c'est vrai qu'on a parfois des difficultés comme bruxellois à se faire entendre au sein de nos formations politiques respectives. Les Wallons sont plus nombreux. Ils ont parfois une méconnaissance aussi de ce qui se passe ici à Bruxelles. Donc c'est pas toujours simple en effet, et on les entend peu dans ce débat sur les présidents. Est-ce que le format coprésidence d'écolo n'est pas un format qui pourrait à un moment ou à un autre percoler dans d'autres partis? Puisque là, il n'y a pas le choix. Il y a un Wallon et une Bruxelloise, ou inversement, mais il y a à chaque fois les deux régions qui sont représentées à la présidence. Alors moi personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, puisque ça permet alors aux Bruxellois de se faire entendre. Maintenant, gouverner à deux, c'est parfois un peu compliqué. Pépin Kenis, il n'y aura pas de président à Agora? Non, on se considère toujours un mouvement, pas un parti politique, donc il n'y a pas de président. Et les conflits de personnes, les inimitiés, les luttes de pouvoir, comment vous allez vous prémunir contre ça?
À l'interne du mouvement, vous voulez dire dans l'Assemblée citoyenne? Dans le mouvement, dans l'Assemblée, dans je le ne sais pas à quel mouvement, point ils sont en fait, dissociés. c'est plutôt similaire, mais au sein du mouvement, je parlerai de ça parce que c'est quand même déjà établi. Là, on utilise fort les méthodes de la sociocratie, qui veut dire qu'il y a des... Bon, en gros, on travaille avec des groupes de travail qui sont plutôt autonomes, avec des méthodes de facilitation de parler entre nous, qui sont bienveillants, qui sont respectueux et qui permettent à tout le monde de s'exprimer et avoir des consensus finalement à la fin d'une réunion, à la fin de prise d'une décision. Ce qui, pour moi, est intéressant là-dedans, c'est qu'avec ces méthodologies-là, on permet vraiment à tout le monde de s'exprimer et à prendre pas seulement la décision qui est la plus populaire, mais qui est bien pensée et auquel personne s'oppose, qui a vraiment une objection par rapport des décisions prises. Et donc vous pourriez, avec le mandat de l'Assemblée, co-signer un projet ou une proposition d'ordonnance qui émanerait de la majorité ou qui émanerait de l'opposition? Si c'est en ligne avec les décisions de l'Assemblée citoyenne, si, bien sûr, oui. Benoît Sorex? Oui, mais enfin, j'ai expliqué ce que je pensais sur cette méthodologie. Je pense d'ailleurs que ça va être difficilement praticable tenant compte de la manière dont les parlements et les gouvernements s'organisent, mais tenter cette expérience et on verra bien. Voilà, oui. Comment vous faites pour vous prémunir, je vais le formuler peut-être autrement, sur de la conservation du pouvoir par un petit groupe de personnes? Vous êtes porte-parole, est-ce que vous allez le rester toute votre vie? Quels sont les dispositifs prévus pour éviter ça? Oui, déjà, on espère de ne plus devoir se représenter d'ici 5 ans et qu'une assemblée citoyenne tirée au sort sera institutionnalisée. Et si on doit se représenter, ce n'est pas l'objectif que moi je devrais me représenter. C'est vraiment l'idée que je sois porte-parole de cette assemblée pour 5 ans et qu'après quelqu'un d'autre prenne... Pourquoi vous ne partez pas après 6 mois, puisque vous renouvelez votre assemblée générale tous les 6 mois? Vous avez des suppléants? Vous pourriez partir après 6 mois les suppléants, ça n'existe plus aux élections régionales, mais on a quand même voulu faire un équilibre entre l'aspect pratique et l'aspect renouveau. Effectivement, si on changeait, on en a parlé, si on changeait tous les 6 mois le porte-parole, après c'est très difficile d'aller établir des relations de confiance avec des autres députés, connaître le travail parlementaire, et donc c'est l'équilibre entre mettre un pied dedans et rester un mouvement citoyen. Autre danger aussi, peut-être ne pas avoir de décision, ne pas avoir de choisir le commun dénominateur, ça va peut-être réduire les chances de faire bouger les choses, mais ça vous me direz, c'est l'étape ultérieure. Faire des décisions essayer de prendre une décision qui ne contrarie littéralement personne. C'est évidemment peut-être assumer aussi le risque d'être dans une stagnation, dans la non-décision en quelque sorte, dans des choses tellement fédératrices qu'elles ne font pas bouger. Après, je pense que les décisions de l'Assemblée citoyenne peuvent soutenir les actions qui sont déjà faites par le gouvernement, comme ils peuvent être des critiques par rapport à ça. Et donc, je pense qu'effectivement, je vais pouvoir exercer les deux rôles dans ce mandat que j'ai pour 5 ans, c'est d'aller interpeller le gouvernement, contrôler le pouvoir exécutif sur ce qu'ils font et si ça va dans la direction que l'Assemblée citoyenne a décidé, ainsi que proposer des vraies propositions d'ordonnance ou de résolution partant des décisions qui ont été prises sur une thématique abordée. Et donc oui, effectivement, ça se peut que c'est en ligne avec ce qu'a décidé la majorité, ça se peut que c'est plutôt en ligne avec ce qu'a décidé l'opposition. Et donc nous, on se voit un peu hors de ce système d'opposition-majorité comme un groupe citoyen qui est ni opposition ni majorité. Voilà, on aurait dû passer un petit sujet sur le nouveau look de City2, mais on ne va pas avoir le temps tellement on s'est intéressé à ce mouvement et tellement il pose de questions. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Vous reviendrez nous voir dans quelques temps. On va passer maintenant à la séquence ça me ravit ou ça m'énerve. Et donc je vais vous demander de choisir ce qui vous ravit. Et pour cette séquence ça me ravit, on a été rechercher des expressions prononcé par Jacques Chirac. Il avait l'art de la formule et donc je vais vous proposer cette expression, donc abracadabrantesque, ou alors elles font pchit, ce sont ses affaires, je suis un mangeur de pommes, ou alors ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous choisissez quoi parmi ces bons mots, Benoît Sorex? Celui que vous verriez bien dans votre bouche? Mais je ne sais pas si je le verrai dans ma bouche, mais je suis un mangeur de pommes, ça symbolise tellement Jacques Chirac. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, Jacques Chirac avait cette qualité qu'il était proche des gens. Ça, on ne peut pas le lui reprocher.
Je dis toujours que quand on fait de la politique, il faut aimer les gens, ou sinon il faut faire autre chose. Eh bien, Jacques Chirac, en tout cas, il aimait les gens. Et il ne s'est pas retiré dans son rôle de président. Alors peut-être qu'on peut émettre des critiques sur la politique qu'il a menée dans certains domaines. Mais et en tout sur cas, le côté affairiste aussi, à un certain moment. Mais, je sais qu'il a eu des problèmes avec la justice, mais en tout cas, sa proximité avec la population, ça, on ne peut pas le nier. Donc ce serait un modèle pour ça, pour vous? Ah, de proximité, ouais. Oui. Ah, oui, tout à fait. Tout à fait. Si toutes les femmes et tous les hommes politiques étaient comme lui, et étaient aussi proches des gens, je pense que ça se passerait un peu mieux, et on n'aurait peut-être pas besoin de réflexions comme celle que vous mettez sur la table. Clairement, c'est pas le cas. Alors, ils ne sont pas tous. Non, mais ils ne sont pas tous. C'est vrai. Oui, voilà, justement. On vous remontre les petites formules, si c'est possible. Donc, vous auriez choisi quoi, vous, abracadabrantesques, qu'elles font pchit, je suis un mangeur de pommes, ou ça m'en touche une sans faire bouger l'autre? Moi, j'aime bien le premier, le abracabradon. Ah oui, c'est dur à prononcer. Hein. Je ne sais pas s'il avait répété quand il l'a dit lors de cette interview. Le problème que c'est un napac, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une fois dans la langue. Donc ça vous le reprendriez aussi, effectivement. Oui. Et maintenant, on va vous proposer, et là ça n'a rien à voir avec Jacques Chirac, mais je vais vous demander de choisir quelque chose qui vous énerve. On va voir ça tout de suite. Les discours, les fameux discours du 27 septembre, ou le retour de la pluie. C'est engageant, ça. Ou toujours pas de gouvernement fédéral. Ou l'augmentation des prix de l'immobilier en région bruxelloise. Ça a été constaté encore cette semaine. Pépin Kénis. Je choisirais quand même l'augmentation des prix d'immobilier. Ouais. Je pense que ça touche à plein de gens, à plein de Bruxellois, Bruxelloises. Et de nouveau, c'est quelque chose sur lequel ils n'ont rien à dire finalement. Et c'est quelque chose qui leur est imposé par des propriétaires immobiliers. Et voilà, c'est un grand problème. Il y a une crise de logement plutôt importante à Bruxelles. Et je pense que l'augmentation des prix d'immobilier, ça m'énerve. Et vous, Benoît Sorex? Eh bien, moi, c'est toujours pas de gouvernement fédéral. Ça fait maintenant 4 mois qu'on a voté et j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est qu'on est quasiment nulle part dans la formation d'un gouvernement fédéral. Et dans la population, ça n'émeut plus personne. On a l'impression qu'on a été anesthésié par rapport à ce qui s'est passé lors de la crise où pendant 540 jours, on n'a pas eu de gouvernement. Maintenant, plus personne ne s'émeut, on trouve ça normal. Or, on a besoin d'un gouvernement fédéral, quel qu'il soit, parce que sinon, on va vraiment droit dans le mur en termes financiers, en termes d'endettement, en termes budgétaires. Donc, c'est urgent, quand même, qu'il y ait une prise de conscience, en ce compris de nos populations, des milieux économiques, des milieux syndicaux, pour faire pression sur les politiques pour qu'on aboutisse et qu'on accouche d'un gouvernement fédéral. Rapidement. La dernière fois, les gens se sont dit, mais en fait, on n'a pas de gouvernement, mais ça se passe bien, et je pense que ça a un impact sur ici. Je crois que les gens se disent, bon, la dernière fois, ça s'est bien passé, donc ça se passera aussi bien. Ce n'est pas vrai cette fois-ci. Oui, je suis d'accord, mais l'expérience passée dit que ça se passe bien. Alors, on passe vite au coup de cœur, en commençant par vous, Nicolas. Vous nous invitez à aller à la Cinémathèque. Je le fais presque chaque fois que je viens ici. C'est un endroit que j'adore. Dimanche, on passe le Guépard. Voilà. Alain Delon, on n'a plus vu une prestation aussi lumineuse depuis vous ce samedi, Jean-Christophe, sur les Ne experts. me comparez pas à Alain Delon, parce que là... C'est tout change pour que rien ne change, vous savez l'intrigue. Bien. Oui, merci Benoît Sorex, merci à vous. Cette critique des médias, trêve de plaisanterie. Le Guépard dimanche, Cinémathèque. Ok, Emmanuel Joa, rapidement. Moi, c'est la doctorante en médecine vétérinaire Natacha Delray de l'université de Liège, bon, pas de Bruxelles, mais bref, qui a remporté le prix de la thèse en 180 secondes, présentée en 180 secondes, et je trouve il faut la regarder sur Internet. Elle est formidable en termes effectivement très très simples, sans effet de manche, sans avoir avec un naturel désarmant. Elle nous fait comprendre une thèse assez pointue. On ira voir ça sur le net. Qui porte notamment à vous, Mathieu, c'est vous nous invitez à lire un livre de Marie Pelletier. Oui, Marie Pelletier, c'est une auteure, historienne et enseignante qui travaille à Bruxelles et qui en fait a travaillé dans plusieurs livres, dont celui-là, Obsession, sur le récit complotiste. Et en fait, je trouve qu'elle écrit super bien. Il n'y a pas un mot ni un adverbe en trop dans son livre. Et donc, je trouve que chacun devrait lire. Ça explique beaucoup de choses par rapport à Internet, par rapport à l'éducation aux médias. Donc, c'est vraiment un bouquin que je conseille à beaucoup de gens. Merci pour ces coups de cœur. Merci Benoît Sorex, merci Pépin Kénis. Merci à tous les experts d'avoir enrichi cette émission de leur analyse. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.